On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Je ne sais pas vous, mais lorsque je suis devenue maman, je me suis très vite aperçue que je ne saurais pas vraiment comment venir en aide à mon tout petit en cas d'accident à la maison ou d'un truc tout bête, comme par exemple un aliment qui ferait fausse route dans sa gorge. J'ai naturellement cherché à me former, mais les initiations aux premiers secours des tout petits restaient inexistantes, surtout lorsque l'on vit en race campagne. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale des premiers secours, j'avais forcément très envie de vous livrer un topo expert sur les gestes qui sauvent les tout-petits sans paniquer, sur les numéros et les bons réflexes à adopter en cas d'étouffement, d'asphyxie, de brûlure, d'intoxication ou d'un accident domestique, et même comment concocter la parfaite trousse de pharmacie d'un parent de tout-petit. Parce que voyez-vous, les accidents domestiques sont la première cause de décès chez l'enfant de moins de 6 ans et que 40% des parents ne connaissent aucun geste qui pourrait aider en cas de danger. On discute de tout cela très concrètement avec une grande dame, Florence Simeoni, engagée au service des autres depuis toute une vie. Je me suis moi-même formée au fil de ses explications, faute de trouver une formation dans le coin où je vivais, et elle m'a fait tout le bien dont j'avais besoin. Florence est orthophoniste et formatrice des formateurs pour la Croix-Rouge, référente pédagogique nationale des formations enfants. Trêve d'élucubration, place à ces explications, parce que vous faites peut-être vous aussi partie de ces 4 personnes sur 5 qui n'êtes pas encore au niveau de ces gestes de premier secours. Alors vite, on y remédie. Bonjour Florence et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour discuter de la première préoccupation de tout parent, la sécurité de leur enfant dès son plus jeune âge. Je me suis moi-même formée un peu par ricochet grâce à vos interventions et je sais tout le bien que vos mots et vos gestes m'ont fait. Alors, à ce micro, on parle traditionnellement simple, vrai et efficace. Donc, pour commencer, j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on se penche sur l'un de vos métiers. Oui, parce que vous êtes, entre autres choses, formatrice des formateurs pour la Croix-Rouge et référente pédagogique nationale des formations enfants. En quoi consiste ce métier, Florence, et à quoi finalement ressemble votre quotidien ? Alors bonjour Maria et merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de parler un peu de ma passion. Alors vous parlez de métier. Pour moi c'est pas un métier, c'est une activité parce qu'un métier j'en ai un vrai. Je suis psychomotricienne et j'ai pendant très longtemps travaillé dans un centre de rééducation avec des enfants qui étaient victimes d'accidents, de la vie quotidienne, de la route, de choses comme ça. Et ça fait beaucoup de liens avec tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je suis formatrice de formateurs, c'est-à-dire c'est un rôle plutôt pédagogique, c'est que moi je forme les personnes qui vont former le grand public. Voilà. D'accord. Alors, à part sur, en effet, les formations dont on va un petit peu plus parler à destination des parents de jeunes enfants, où parfois ça m'arrive de former le grand public, mais en général, je suis plus dans le domaine de former les formateurs. Et puis, en tant que rôle de référent, ça a été plutôt de la conception de formation, de la création, du test de formation
Et on a donc à la Croix-Rouge, il y a de nombreuses années, créé une formation très spécifique avec de la prévention des accidents domestiques et les gestes de premier secours spécifiques à l'enfant et aux nourrissons. À l'époque, il y en avait pas d'autres. Voilà. Et en effet, je me souviens très, très bien, de cette époque où en effet on était dans un néant. Juste pour rentrer peut-être un peu davantage dans le concret, Florence, heu, comment est-ce que vous formez ces formateurs? Est-ce que c'est de la théorie? Est-ce que c'est de la théorie mêlée à de la pratique? Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu davantage dans le concret de ces formations? Alors, depuis que je forme, on va dire, il y a eu différents, mouvements, différentes façons de faire. Actuellement, on est dans des choses très peu théoriques, c'est-à-dire que la théorie, les gens, peuvent beaucoup l'apprendre par eux-mêmes, hein, et on va même dire que le numérique aide aussi parce que, avec les formations à distance, avec l'auto-formation et nous, quand on accueille les futurs formateurs, on est beaucoup plus dans un travail de co-construction avec eux. Il faut qu'ils soient acteurs de leur formation pour que derrière, ils aient envie de former les parents. Voilà. On veut essayer de leur donner le plus de pratique possible pour qu'ils passent à l'action, assez rapidement. C'est très intéressant et ce d'autant plus que les accidents domestiques sont la première cause de décès chez l'enfant de moins de 6 ans en France et pourtant 4 Français sur 5 ne sont pas à niveau d'information des premiers gestes de secours. 40% des parents ne connaîtraient aucun geste qui pourrait aider leur petit en cas de danger et clairement moi j'en faisais partie. Alors, est-ce que vous savez, Florence, pourquoi les premiers gestes de secours sont si peu connus auprès des parents, des nounous, bref, de l'entourage des enfants? Est-ce que vous avez une explication à cela? Alors, on va parler plus large, hein, on va parler des gestes de premier secours auprès de la population française. Voilà, on a encore beaucoup de retard par rapport aux pays nordiques où, dès la toute petite enfance, ça fait partie des programmes scolaires, on va dire, voilà. Il y a du rattrapage, c'est-à-dire que, donc il existe des formations longues qui durent, une journée, qui est la formation, prévention secours civique de niveau 1. Cette formation qui est accessible à toute personne à partir de 10 ans et on parle un peu de l'enfant dedans, hein, mais c'est une formation générale. Depuis quelques années, il y a une formation beaucoup plus courte, une formation de 2 heures s'appelle les gestes qui sauvent. Donc on espère avec cette formation qu'il y ait encore plus de population qui soit formée, mais c'est pareil, là, il n'y a rien de spécifique à l'enfant et aux nourrissons. Alors, je pense pour former des parents quand même depuis de nombreuses années, les rencontrer sur des salons, des manifestations, tant que les gens n'ont pas d'enfants, ils se posent pas ces questions. Ils se posent Je pas la confirme. question de savoir si leur domicile est sécurisé. Aucune question se pose. Et la question, elle va se poser à partir du moment où ils vont se rendre compte que l'enfant, il touche à tout et que peut-être il y a des choses à éviter. Voilà, il y a des réflexions à avoir et puis de là, peut-être se former aux gestes de premier secours. Quand les gens savent qu'il y a des formations spécifiques à l'enfant et aux nourrissons, que ce soit même sur des salons, hein, nous on est sur le salon Baby Oui. tous les ans, hein, dans différentes villes de France, on a toujours du monde sur nos stands. Voilà, les gens dès qu'il y a l'info possible, les gens vont la chercher, vont la prendre. Maintenant, c'est s'organiser pour aller suivre une formation. Ça, c'est une autre problématique. Parce qu'on est d'accord que ces formations se passent en présentiel forcément, et non pas, en distanciel ou par l'intermédiaire du numérique. Alors, pas pour l'instant, encore que, alors nous, au niveau de la Croix-Rouge, on a une application, hein, Croix-Rouge, D'accord. qui fait que les gens, alors ça suffit pas, hein, il vaut mieux se former et puis regarder l'application après plutôt comme de la révision. Mais après, ça peut aussi être une première approche et puis après, on a envie d'aller en apprendre plus. Elle est pas spécifique sur l'enfant et le nourrisson, mais il y a des choses qui concernent l'enfant et le nourrisson quand même. Voilà. Donc, on trouve de plus en plus de possibilités de s'auto-former quand même.
Je suis complètement d'accord avec vous et du coup, ce que vous dites, en fait, m'inspire 2 choses. La première question que j'aimerais vous poser, c'est justement, de vous demander quels sont peut-être les dangers les plus récurrents, auxquels il faut justement faire attention, auxquels il faut veiller, qu'il faut anticiper lorsque l'on a un tout petit être dans sa vie? Alors, bon, des dangers, il y en a peut-être plusieurs, des dangers, vitaux, hein, on va dire surtout, auxquels il faut être vigilant et puis ça dépend un peu de l'âge de l'enfant et de son niveau d'exploration. Voilà. Donc, un danger important, c'est l'eau. Très clairement, c'est le risque de noyade. Alors ça va être la noyade au domicile, hein, par rapport, donner un bain, des choses comme ça. Puis ça va être quand les enfants grandissent un peu plus, les accidents en extérieur, avec, une piscine, une mare aux canards, voilà des choses comme ça. Donc c'est une grande, vigilance, on va dire, qui est, importante. Après dans les autres types d'accidents, et là je vais faire du lien en effet avec ce que je vivais professionnellement, hem, quand l'enfant commence à explorer et à grimper partout, c'est le risque de, défenestration. C'est le risque D'accord. de tomber de grande hauteur et à chaque fois, c'est aux parents, hein, de veiller à ce que le mobilier ne soit pas accessible, à ce que l'enfant ne puisse pas grimper, sur, des gros pots de fleurs qui seraient sur le balcon. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir sur l'aménagement de l'espace pour, limiter les accidents. Voilà 2 risques auxquels je pense particulièrement. Ouais, bah, c'est déjà, en effet, je trouve que ça résume bien le panel des dangers auxquels peut être, exposé un petit enfant. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites et vous demander justement aussi quel est peut-être le b.a.-ba, la base des réflexes et des attitudes à avoir pour éviter, justement, ce genre d'accident, et d'exposer nos enfants, nos petits-enfants à ce type de danger à la maison. D'accord. Alors comme j'ai commencé à parler de noyade, la noyade, donc on peut parler de la noyade à l'intérieur, hein. Donc ça va être, la baignoire, ça va être des choses comme ça. Hem, très peu d'eau, très peu Très peu d'eau, d'eau, c'est quoi concrètement, dans la Florence? baignoire. Alors un enfant peut se noyer s'il a juste le nez et la bouche dans l'eau et qu'il n'a pas la force et le réflexe de se retourner. Voilà. Donc D'accord, un enfant qui se retrouve à plat ventre avec de l'eau qui va le recouvrir nez et bouche et qui a pas de surveillance, n'aura pas forcément la force de se retourner par lui-même. Donc très d'accord. peu d'eau, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a quelque chose qui se développe actuellement, ouais, je vais faire encore du lien avec mon travail de psychomotricienne, c'est le bain On sent libre. la Alors je cohérence. sais pas si c'est Oui. quelque chose dont vous avez entendu parler, Non, pas mais du c'est tout. le fait de pas mettre beaucoup d'eau dans la baignoire, de surveiller l'enfant, hein, bien entendu, il y a toujours de la surveillance, mais l'enfant n'est pas, dans un anneau de bain, dans un transat ou même dans les bras. L'enfant est posé dans le fond de la baignoire et il a de l'eau donc vraiment, très, très peu. Il faut que la pièce soit bien chauffée et il va explorer sa motricité dans l'eau aussi. Voilà. D'accord, Donc ça, c'est une façon aussi de faire en sorte que l'enfant, découvre l'eau, sans prendre de risques, puisqu'il y a une surveillance constante. Voilà. d'accord, Pour l'eau, je crois que c'est très important, la notion de surveillance, permanente et constante. d'accord. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout quand il y a plusieurs enfants dans une famille, c'est qu'on Mmh. vient de donner le bain au bébé, on repart, voilà, avec le bébé dans le peignoir, on va aller le préparer pour, l'habiller et tout ça. Le risque, c'est si on a laissé de l'eau dans la baignoire et qu'il y a un autre enfant plus jeune, enfin, un jeune enfant de la famille qui vient voir et qui va être attiré peut-être par, le petit canard ou le petit bateau qui est sur l'eau et là, il y a le risque aussi que l'enfant bascule parce qu'il veut aller attraper les jouets dans l'eau. Donc l'idée, c'est de vider la baignoire dès qu'on l'utilise plus. D'accord. Ça fait partie des choses qu'on peut recommander. Bon sur la baignoire, alors en effet, il reste tout à l'heure je parlais des anneaux de bain, des transats de bain, Oui, c'est du matériel de puériculture pour avoir les mains libres, jouer avec son enfant, pouvoir le savonner, mais ce n'est en aucun cas du matériel de prévention et de sécurité.
On est d'accord. Voilà. Les grosses consignes, c'est de toujours préparer à l'avance les choses dont on va pouvoir avoir besoin. Et puis, si on en oublie, on laisse pas l'enfant seul, on prend l'enfant dans les bras et puis on va chercher ce qu'on a besoin. Et puis, si la porte sonne, par exemple, si le téléphone sonne et qu'on l'a pas juste à côté de soi, des choses comme ça, soit on répond pas, soit on prend son bébé avec soi. Un petit peu la notion de surveillance constante. Ouais, en effet, on l'entend bien dans vos explications. Vous parliez aussi des défenestrations. Finalement, on va aller de plus en plus vers les précautions à prendre au sein de la maison pour éviter justement qu'elles ne deviennent un terrain de jeu dangereux pour nos enfants. Comment justement, qu'est-ce qu'on fait en termes d'agencement de l'espace, notamment lorsque l'on a un nourrisson, un petit enfant, dans notre vie pour pouvoir baliser cette maison et faire en sorte de la sécuriser sans pour autant la bunkériser? Voilà, alors tout ça c'est clair, ça dépend aussi des choix éducatifs des parents, hein, voilà, donc la prévention, il y a un juste milieu à jouer entre, il y a des parents qui risquent de tout sécuriser parce que c'est leur façon de fonctionner, puis d'autres qui vont pas vouloir trop sécuriser, puis qui vont beaucoup expliquer à l'enfant, hein. Je crois qu'il y a tout le côté, l'équilibre entre la sécurité et le modèle éducatif qu'on veut donner, qui va être fait en effet d'explication. Ce qu'il faut éviter par rapport aux défenestrations, à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que l'enfant puisse escalader quelque chose qui fait qu'il va pouvoir aller ouvrir les fenêtres tout seul ou qu'il va pouvoir grimper par-dessus un balcon. Voilà. D'accord. Mais ça va être aussi l'idée de jamais laisser un enfant tout seul dans une pièce avec des fenêtres ouvertes. Donc il y a le côté surveillance qui est très très important aussi, hein. On peut ne pas, en effet, comme tu disais, bunkériser tout son appartement et faire le choix de ne pas déplacer ses meubles, voilà, mais ça nécessite une surveillance très très importante. Et puis une explication, mais l'explication ça dépend des âges. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'enfant, on va dire surtout entre 18 mois et 4 ans à peu près, est à un âge d'exploration énorme et qu'il a envie de tout découvrir. Et il suffit qu'il entende un bruit dans la rue ou des choses comme ça, il va avoir envie d'escalader pour aller voir d'où provient ce bruit. Et c'est là que l'accident peut arriver en passant par-dessus bord. Voilà. C'est vraiment toujours pareil, hein, cette notion de vigilance. On le sent au fil de vos mots, en effet, que c'est un équilibre ténu entre la surveillance, la vigilance et cette notion justement de sécurisation de l'espace. Ma question va peut-être vous paraître bête, mais comment en fait on sécurise finalement une maison? C'est quoi? Est-ce qu'on met des barrières pour éviter justement que l'enfant n'ait accès, par exemple, à des pièces un peu périlleuses comme peuvent peut-être l'être la cuisine ou justement ces fameuses fenêtres dont vous parliez? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres réflexes, d'autres outils aussi peut-être que l'on pourrait utiliser? Alors vous parlez de barrières, par exemple. Moi, je vais prendre mon exemple à moi, de maman. De façon à ce que l'enfant me voyait quand j'étais dans la cuisine, mais se sente en sécurité, j'avais aménagé avant l'entrée de ma cuisine, c'est-à-dire je laissais la porte de ma cuisine ouverte, mais j'avais mis une petite barrière, et puis j'avais fermé les portes autour, je mettais des jeux, et c'est vrai que voilà, mon enfant était dans un espace de jeu sécurisé, je le voyais, il me voyait, et je pouvais cuisiner tranquille. Très Mais intéressant. après, ça permet l'aménagement de l'espace. Quand on a une cuisine à l'américaine, on peut pas faire ça, par exemple, hein. Non, Donc, justement. donc après, ça dépend si on va parler, par exemple, de la chaleur. De la chaleur, ça va être de bien penser peut-être à avoir un four en hauteur et puis D'accord. avoir un four avec des parois froides, par exemple, pour que si l'enfant est debout et va toucher le four, il risque pas de se brûler. Ça veut dire, alors par rapport aux fenêtres, ça veut dire par exemple mettre des entrebâilleurs. Comme ça, on peut laisser une fenêtre aérer un peu, mais ne pas
laisser la fenêtre complètement ouverte. Ça veut dire ne pas stocker sur son balcon des vélos, des chaises, ou sinon, on laisse le balcon tout le temps fermé si on n'est pas en train de surveiller l'enfant. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut empêcher, très clairement, hein, il y a des moments où on peut empêcher l'accès à l'enfant, mais parfois on peut pas. Ouais. Alors parfois on peut supprimer le danger. Par exemple, si on parle de danger électrique, hein, on va être dans un autre domaine, on se sert d'un appareil électrique, je pense au séchoir à cheveux. On se sert du séchoir à cheveux, quand on a fini de se servir du séchoir à cheveux, on le débranche et on le range dans un placard. Dans ces cas-là, on va carrément supprimer le danger. Mais parfois, il y a des choses, on va pas pouvoir les supprimer complètement. Donc on va empêcher l'enfant d'y accéder. Ça va être les prises électriques où on va mettre par exemple un obturateur. L'électricité, elle existe toujours, mais on va la cacher, on va dire. En effet. Voilà. Donc il y a différentes façons, en effet, de protéger son environnement. Et nous, on les met en 5 catégories, on va dire, qui va être d'abord de supprimer le danger quand on peut. D'accord. Ou parfois, quand on peut pas supprimer le danger, on va limiter les conséquences qu'il pourrait y avoir sur un accident. Voilà. Interdire l'accès, quand on peut pas supprimer le danger. Surveiller les enfants en permanence. Éduquer et expliquer. Et puis, également la notion d'être un modèle pour l'enfant. C'est que si nous, on a des comportements qui ne nous mettent pas, nous, en danger, l'enfant ne va pas imiter des comportements dangereux. Tout ce que vous dites fait sens et en effet, on sent la cohérence, comme vous dites, de cette littéralement, j'allais dire, philosophie de vie. Avant de rentrer dans des peut-être dans des cas un peu plus particuliers et des exemples concrets, depuis le début de notre entretien, vous insistez justement sur la particularité des formations qui s'adressent, en tout cas qui ont pour objet les bébés et les enfants. En quoi ces formations sont-elles plus particulières, plus spéciales, plus spécifiques, comparées peut-être à une formation de gestes de premier secours appliqués à un adulte? Alors, en 2 raisons. Ce dont on vient de parler depuis un petit moment, qui est la notion de prévention. Parce que il faut penser que l'enfant n'est pas toujours capable de se rendre compte du danger tout seul. Donc, il y a d'abord toute cette notion où il faut que l'adulte prenne soin de l'enfant pour éviter que l'accident n'arrive. Donc, avec un ensemble de conduites à tenir dont on vient d'en évoquer quelques-unes. Et puis également parce que du nourrisson, on va parler jusqu'à l'enfant jusqu'à 8 ans à peu près, hein. La morphologie se développe au fur et à mesure. Donc on va pas faire de la même façon exactement le geste chez un nourrisson de 4 mois que chez un adulte. Maintenant, on va en général avoir la même intention, hein, le même objectif, mais le geste va être un peu différent parce que le corps de l'enfant est différent, plus fragile, pas tout à fait fini. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de ce dont on parle comme organe. C'est très intéressant, Florence. Et du coup, je vous propose en effet d'aller de prendre des exemples, des cas particuliers de dangers ou d'accidents domestiques justement qui peuvent survenir auprès de nos enfants. Le premier qui me vient en tête, je pense celui qui, en tout cas personnellement, me fait le plus peur, c'est l'étouffement, qui peut aussi bien survenir au moment où l'on commence la diversification alimentaire aux alentours de ces 6 mois, avec un aliment qui, par exemple, pourrait faire une fausse route, ou alors un accident encore plus bête, un petit objet, un petit Lego qui traîne et un petit enfant qui l'ingère. Comment est-ce qu'on reconnaît un enfant qui s'étouffe et quelle manœuvre, quel geste est-ce que vous conseillez d'effectuer pour expulser le corps étranger qui l'étouffe? Prenons le cas peut-être justement d'un petit bébé, pour commencer. D'accord. Donc si on commence... Alors,
ça va refaire du lien avec la prévention dont on vient de parler tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on parlait d'explication. Vous parliez de Lego. Le Lego, c'est rarement le bébé de 6 mois qui a des Lego. Ça va être certainement les aînés. Et donc, la prévention que les parents vont faire, elle va aussi être beaucoup vis-à-vis des aînés, hein. Sur tous les petits jouets à ne pas laisser traîner, à ranger. On accompagne les enfants dans le rangement. On leur explique que ça peut être dangereux pour le bébé. Voilà, il y a tout un accompagnement à faire pour déjà éviter que l'accident n'arrive. Malheureusement, en effet, le petit, il porte tout à la bouche, c'est la découverte, et il peut s'étouffer avec un corps étranger, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Ce qu'on va observer, c'est un enfant qui cherche son air. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va être dans quelque chose d'un peu panique, qui va se retrouver la bouche ouverte, mais en même temps, il n'arrive pas à respirer, il cherche son air, il n'est pas bien. Donc, il va falloir être vigilant à une chose, c'est être sûr qu'on n'entend aucun son. Il ne pleure pas, il ne tousse pas. Ça veut dire que le corps étranger, il bloque complètement les voies respiratoires. Dans ces cas-là, ça va être un geste urgent. Il va falloir taper dans le dos du bébé entre les deux omoplates. Voilà. Comme c'est un tout petit bébé, on va le placer d'une façon à le tenir. C'est-à-dire qu'on va le placer sur notre avant-bras, qu'on va poser sur notre cuisse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir taper entre les deux omoplates. Et on tape de 1 à 5 fois. Donc on est vigilant, on écoute, parce que s'il recrache le corps étranger, à ce moment-là, on va récupérer le corps étranger, rassurer notre bébé qui va certainement se mettre à pleurer, et puis bien entendu, alerter les secours. Alors souvent ce qu'on dit, c'est prendre un avis médical. Donc composer le 15, hein, le SAMU Centre 15, qui va être un lieu où on peut demander un avis médical en expliquant la situation. Et puis, en fonction du type de corps étranger, on va peut-être vous demander d'aller voir un médecin, d'aller aux urgences, voilà, pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été abîmé au niveau de l'intérieur. Voilà un petit peu le principe, mais c'est un mouvement qui doit être fait très rapidement. D'accord, c'est très très clair, Florence. Le mouvement, on comprend en effet l'urgence de le faire rapidement. C'est une tape qui est plutôt forte, qui est plutôt dynamique. Comment est-ce que vous la qualifieriez ? Tout à fait. Ah oui, il faut que ce soit énergique. Alors là, tout à l'heure, on parlait du geste de l'adulte. Ben, c'est la même que pour le geste de l'adulte. Sauf que c'est la façon dont on va tenir l'enfant qui fait qu'on va le prendre sur notre cuisse et qu'on va taper. Alors, le principe, quand on tape comme ça dans le dos, c'est qu'on va provoquer un réflexe de tout pour faire ressortir le corps étranger. C'est ça l'idée, c'est qu'on va créer de la vibration à l'intérieur du corps du bébé qui va provoquer un réflexe de tout pour essayer de le faire ressortir. Je me permets juste de dire à nos auditeurs que je mettrai en ligne des photos Croix-Rouge que vous m'aurez communiquées de manière à pouvoir justement imager et illustrer cette gestuelle très particulière. D'accord. Alors, ouais, donc ça c'est en effet la première technique qui est de taper dans le dos, qui est la première à faire. Si au bout de 5 fois où on a tapé dans le dos, il ne s'est rien passé. Le corps étranger n'est pas sorti, le bébé s'est pas mis à tousser, à pleurer. Ça veut dire que le corps étranger est encore coincé. Il y a donc une deuxième technique. Et là, la technique diffère de celle de l'adulte, si les gens qui nous écoutent connaissent la technique de l'adulte, liée à la fragilité des organes du bébé. Donc là, on va placer le bébé, on va le tourner, on va le mettre sur le dos, sur notre avant-bras, toujours en appui, sur notre cuisse, et on va aller appuyer au niveau du sternum. Voilà, cet os plat au milieu du thorax, et on va aller appuyer de façon énergique, on va dire, mais c'est pas une frappe, c'est un appui là cette fois-ci, où on va essayer de faire sortir, voilà, tout à fait, où on va essayer de compression, on va essayer de faire sortir le corps étranger, et là le principe c'est autre chose, c'est un principe de piston, le fait que dans
les voies respiratoires, il y a encore de l'air. Ce qui fait que quand on va appuyer à cet endroit-là, l'air va pouvoir chasser le corps étranger. Voilà. D'accord. Vous imaginez une bouteille dans laquelle il y a de l'air, avec son bouchon. Vous appuyez fortement sur la bouteille, le bouchon saute. Et ben, c'est le même principe qu'on essaye de retrouver. Et c'est pareil, c'est de 1 à 5 fois. Si ça marche avant 5 fois, et ben pareil, on rassure le bébé, on prend un avis médical. Si ça fonctionne pas, eh ben on retourne à nouveau le bébé pour taper dans le dos et on va alterner plusieurs fois ces techniques en espérant que le corps étranger va bouger à un moment et que l'air va revenir. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, eh ben on va tomber dans ce qu'on appelle la perte de connaissance. Là, le bébé perdra connaissance, se retrouvera en situation d'un arrêt cardio-respiratoire et on fera la technique du bouche à bouche et nez et du massage cardiaque. Voilà. Mais D'accord. c'est un geste qui fonctionne très très bien. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, mais uniquement si il n'y a pas d'air qui sort. Si votre bébé simplement s'étouffe, boit de travers, voilà, il y a quelque chose, on parle de fausse route, mais la fausse route ne va pas forcément bloquer les voies respiratoires. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas taper. Parce que si on tape, on risque de déplacer le corps étranger. Donc si le bébé pleure un peu, tout saute ou des choses comme ça, il faut plutôt l'encourager à tousser, mais il ne faut pas risquer de déplacer le corps étranger et donc de bloquer complètement les voies respiratoires. Et là, on parlerait plutôt d'une obstruction partielle. D'accord. Voilà. Quand il y a encore de l'air, que le bébé a la force de tousser, on essaye de l'encourager à tousser. Alors, c'est plus facile chez un enfant un peu plus grand qu'un bébé de 6 mois, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est vraiment d'être attentif avant de commencer à taper, de savoir est-ce qu'il y a encore de l'air ou est-ce qu'il n'y a plus d'air. Voilà. Dans un cas, on est dans l'obstruction complète des voies aériennes et dans l'autre cas, on est dans l'obstruction partielle des voies aériennes. Et ce que vous venez de nous expliquer, Florence, c'est valable finalement pour des enfants jusqu'à quel âge? En d'autres termes, je reformule ma question. Voilà, est-ce que ces gestes sont différents s'ils sont pratiqués sur un enfant un peu plus âgé et si oui, à partir de quel âge? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les claques dans le dos, c'est la même chose chez l'adulte, donc c'est la même chose chez l'enfant, quelconque que soit l'âge. La seule chose, c'est la façon de s'adapter. Un bébé, on va pouvoir en effet, comme vous le verrez sur les photos, le porter sur l'avant-bras et notre cuisse. Un enfant plus grand, ça va être plus compliqué. Donc on va juste le pencher sur nos cuisses, par exemple. D'accord. Et puis un enfant de 5-6 ans, ben on va se mettre nous à genoux, mais on va laisser l'enfant debout. Vous voyez, c'est une question d'ajustement de taille. Donc ça, c'est pour la partie des claques dans le dos. Pour la partie des compressions, chez le bébé jusqu'à 1 an à peu près, on va faire une compression sternale, c'est ce que je disais, thoracique, au niveau du thorax. Chez l'adulte et l'enfant plus grand, donc à partir de, 18 mois, 2 ans. Ça va dépendre aussi de la morphologie de l'enfant. Ce sera plus une compression thoracique, mais ce sera une compression abdominale. Et donc, le mouvement qu'on va faire si les claques dans le dos ne sont pas efficaces, c'est de faire un mouvement au niveau en dessous du sternum, au niveau de la paroi qui va être molle, au niveau de l'abdomen. Voilà. Dans les photos, je vous ai aussi mis une photo de l'enfant plus grand. D'accord, superbe. Merci beaucoup, Florence. En tout cas, vos explications sont tellement claires qu'elles arrivent déjà, je trouve, à nous projeter justement dans la gestuelle de manière très, très concrète. Alors, il y a une autre situation à danger pour un tout petit qui est l'intoxication au contact d'un produit ménager ou alors d'un médicament. Comment on fait tout d'abord pour éviter justement ce type de situation d'intoxication? Et si malheureusement ça arrive, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en effet, je pense que le plus important c'est la prévention, parce qu'après on ne pourra pas faire grand-chose.
Donc la prévention, ça va être, alors vous parliez de produits ménagers, ça va être déjà que chaque parent qui nous écoute réfléchisse où sont rangés les produits ménagers chez eux. Voilà. Très souvent, les produits ménagers sont dans des endroits accessibles aux enfants, c'est-à-dire sous l'évier, Oui. c'est-à-dire derrière les toilettes. Voilà, des choses comme ça. Donc déjà, on réfléchit, c'est que les produits ménagers, quand on a des jeunes enfants, on essaye de pas les mettre dans un endroit accessible. On essaye, dans la mesure du possible, d'acheter des produits ménagers qui ont des systèmes de bouchons sécurisés. D'accord. Voilà. Ceux qui sont même difficiles à ouvrir parfois pour nous-mêmes, hein. Mais au moins les enfants arriveront pas à les ouvrir. Ce qui veut dire qu'on les laisse dans les produits d'origine et qu'on ne va jamais les transférer dans une bouteille type bouteille alimentaire, parce que déjà l'enfant connaît la bouteille alimentaire, donc il peut croire que c'est de l'alimentation, que c'est de la boisson. Et d'autre part, les bouchons sont très faciles à ouvrir. Voilà. Et même si on dessine une tête de mort ou qu'on équiche l'enfant il sait pas lire. En tout cas tout petit. Voilà. Donc ça c'est le côté prévention sur les produits ménagers. Les médicaments, ça va être pareil. Les médicaments, ils sont dans un endroit fermé à clé. Alors, ce qu'il faut faire le plus attention, en effet, c'est les médicaments qu'on a dans son sac à main. C'est les médicaments qui vont être préparés juste avant un repas, parce qu'un membre de la famille a besoin de médicaments, alors on va laisser les médicaments sur le bord de l'assiette ou juste à côté, et c'est là que l'accident arrive plutôt. Parce que les médicaments, quand ils sont bien fermés dans une boîte, dans leur blister et tout ça, il y a moins d'accidents, parce que maintenant les sociétés ont fait le nécessaire pour que les médicaments ne soient pas facilement accessibles. C'est plus quand les médicaments sont près d'avance. Alors, moi, je mets toujours en garde les jeunes parents par rapport à la génération au-dessus, qui ont parfois des traitements de longue durée et qui préparent à l'avance dans des piluliers. Alors, ça va être les grands-parents ou les arrière-grands-parents peut-être. Et quand les jeunes enfants sont gardés chez ces personnes-là, c'est eux qu'il va falloir former et leur dire de faire attention, de ne pas faire traîner leur pilulier. Et des fois, c'est des gens qui sont un petit peu durs de convaincre, parce qu'ils ont l'habitude de faire comme ça, et c'est leurs habitudes, et c'est pas parce qu'ils gardent leurs petits-enfants qu'ils vont les changer. Voilà, donc un peu... D'accord, mais ça fait du bien de se l'entendre dire, hein. En effet, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on ne penserait pas et en effet qui peut être source de danger. Voilà. Après, l'autre chose à expliquer, c'est qu'il faut jamais dire aux enfants, quand on leur donne des médicaments pour qu'ils les prennent plus facilement, que c'est des bonbons. Voilà. Parce que si c'est un bonbon, pourquoi ils le prendraient pas tout seul? Alors que si c'est un médicament, qu'on explique que c'est le médecin qui l'a donné, c'est pas la même chose. Donc on est beaucoup aussi dans l'éducatif à ce niveau-là. Alors vous disiez tout à l'heure, si l'enfant ingère un produit toxique. Oui. Alors la seule chose à faire, on va dire, ne pas le faire vomir, ne D'accord. pas lui donner de l'eau ou du lait, appeler d'urgence. Alors, soit le centre antipoison, si on connaît, si on a le numéro accessible, soit le 15 avec le centre SAMU Centre 15, et à qui vous allez expliquer ce qui s'est passé. Souvent, ils vont vous demander quel est le produit qui a été ingéré, donc il faut pouvoir donner la référence. Et puis, c'est eux qui vont vous donner les conduites à tenir en fonction du produit. D'accord. Voilà. La seule consigne que moi je peux donner, c'est ne pas faire vomir, ne pas faire boire. Et surveiller l'état de conscience de l'enfant. D'accord. Le 1er centre dont vous parliez, est-ce que vous pourriez nous préciser ce dont il s'agit exactement et Dans chaque département, il y a des centres antipoison. Après, moi, j'ai pas forcément les coordonnées de chaque centre antipoison, hein. Mais peut-être que les parents recherchent à l'avance les coordonnées du centre antipoison le plus proche de leur domicile et qu'ils aient le numéro de téléphone avec eux. Mais après, si on appelle le SAMU Centre 15, eux auront tout de suite les bons conseils aussi. Et c'est plus simple des fois d'avoir qu'un seul numéro
à appeler. En tout cas, merci pour cette manière, extrêmement claire, limpide et en même temps rassurante de nous expliquer les choses. Prendre la route avec un bébé et aussi avec un enfant, même un peu plus âgé est aussi une situation à risque. Qu'est-ce que vous avez à nous conseiller, Florence, lorsque l'on embarque un petit en voiture? C'est quoi les bons réflexes, peut-être même, les bons matériaux à avoir, de manière à pouvoir voyager en toute sécurité, en toute sérénité avec un petit? Alors là encore, je vais faire du lien avec ma profession et mes 17 ans en centre de rééducation, parce que j'ai vu un certain nombre d'enfants victimes d'accidents de la route. Voilà. Je crois que maintenant, la sécurité routière oblige des choses. Hein. Donc, il y a peu de parents qui est plus avisés de comment on installe son enfant dans un siège auto. Hein. Alors les études récentes montrent que le dos à la route est quand même le plus efficace et que à une époque on parlait de 9 kilos dos à la route. Maintenant on parle plutôt d'enfants de jusqu'à 15 mois et même certains sièges auto permettent de garder des enfants dos à la route jusqu'à 4 ans. Voilà. Et ça, c'est vraiment tous les crash tests, toutes ces choses-là. C'est la réglementation, alors ECE-R 129, qui est entrée en vigueur en juillet 2013 et qui s'est améliorée, on va dire, d'année en année, puisqu'on met vraiment en avant ce que le dos à la route chez les tout petits est ce qu'il y a de plus efficace. Alors le dos à la route, il va falloir faire attention si on l'installe sur le siège avant à désactiver l'airbag, par exemple. Mais c'est vrai que dos à la route sur le siège avant, parfois c'est plus sécurisant pour un parent qui est seul dans la voiture parce qu'il a l'enfant sous le regard. Alors que l'enfant qui est dos à la route à l'arrière, c'est pas si rassurant que ça pour son parent, par exemple. Hein. Mmh. Voilà un petit peu des choses comme ça. En termes de température, en fait, dans l'habitacle de la voiture, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut veiller? Pas trop chaud, pas trop froid. Enfin, voilà, quand on a un tout petit bébé, je pense notamment, à quelqu'un qui accouche en plein été ou au contraire en plein hiver, et qui doit revenir chez lui, en voiture. Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir de ce point de vue-là? Ouais. Alors vous parlez de sortie de maternité et donc quand tout à l'heure on parlait de attacher tous les enfants, c'est y compris ceux qui sortent de la maternité. Les accidents les plus graves, ils arrivent sur le trajet proche de son domicile souvent. Sur la chaleur, alors c'est vrai que quand on a une voiture climatisée, il faut essayer qu'elle soit pas trop fraîche pour les enfants, ou sinon il faut les couvrir un peu. Par contre, dans un siège auto, il faut pas trop couvrir les enfants. Voilà. Vous parliez alors d'un enfant qui sort de la maternité l'été. Là, je vais plus rebondir avec celui qui sort de la maternité l'hiver. Dans un siège de voiture, il ne faut jamais laisser la combinaison genre pilote aux enfants ou un anorak ou des choses comme ça. Il faut ajuster la ceinture avec un vêtement tout à fait adapté à la saison, on va dire. Et puis s'il faut rajouter quelque chose, on rajoute une petite couverture, par exemple, juste par-dessus la tâche. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un lien avec la sécurité, toujours le fait de ne pas être trop engoncé dans ses vêtements quand on est attaché, parce que sinon on risque de glisser en cas de choc. Alors par rapport à la chaleur, vous faites certainement allusion à tous les accidents qu'on peut entendre d'enfants qui ont trop chaud dans la voiture. Alors ça se passe rarement quand les parents sont présents dans la voiture. C'est pas parce que l'enfant a un peu chaud dans la voiture pendant qu'on roule qu'il y a vraiment des accidents. Les accidents, ils arrivent parce que l'enfant est resté seul dans la voiture à l'arrêt. Et là, la voiture devient une étuve. Et c'est là que les accidents arrivent, en effet.
Toujours cette notion de surveillance constante et Bah, permanente. on laisse pas un enfant tout seul dans une voiture. De toute façon, quelle que soit la température, hein. Voilà. Il y a toujours un adulte qui reste avec, ou on emmène l'enfant, avec soi. C'est très clair de nouveau, je vous remercie Florence. Alors, depuis le confinement, on assiste à une hausse des foyers qui adoptent un animal de compagnie. Alors forcément, j'ai envie de vous demander, quelles précautions il faut prendre lorsqu'un bébé, tout particulièrement, vit en présence d'un chat, d'un chien, bref d'un de nos amis les bêtes? Ah! Alors, on va parler du chat. Alors, le chat, il y a juste être vigilant, que le chat aille pas, se coucher, sur le berceau du bébé. Voilà, donc ça va être la vigilance vis-à-vis de l'animal, hein, parce que, bah, là, il y aura un risque d'étouffement, hein, comme, tout style de couchage, trop épais, pour le bébé, des choses comme ça. Si le chat va venir, parce que le chat, il cherche la chaleur, hein, donc voilà. Donc ça, c'est à veiller. Et puis après, le côté vigilance avec les enfants un peu plus grands, bah, c'est que c'est pas des jouets. Donc on apprend que, bah, le chat, on peut le caresser, mais en le respectant, parce qu'on sait jamais quelle réaction, le chat va pouvoir avoir, un petit coup de griffe, des choses comme ça. Et puis le chien, et ben c'est pareil, hein, les chiens, c'est des animaux, très sympathiques, mais malheureusement, il y a des accidents et puis il y a des accidents avec, le chien de la maison, hein. Donc c'est toujours ça, c'est qu'il faut pas les embêter. Il faut surtout pas les déranger pendant qu'ils mangent, par exemple. Heu, il faut pas les déranger s'il y a une portée, pendant qu'ils s'occupent des bébés. Heu, c'est un peu du bon sens, hein. Je pense que les gens qui ont des animaux ont l'habitude, mais les enfants, bah, vont quand même, caresser les animaux, les prendre dans leurs bras et tout, mais avec une notion de respect. Toujours cette notion d'éducation. Merci Florence. Alors, vous parliez aussi d'un autre danger, en tout début d'entretien, qui est lié à un accident en extérieur. Déjà très jeunes, les enfants sont d'intrépides explorateurs. Alors une blessure, une plaie même avec saignement, peuvent très vite arriver. Alors moi, j'aimerais vous demander justement comment on fait pour soigner une blessure sans saignement, une blessure avec saignement et en règle générale, de quels produits essentiels est composée la trousse de pharmacie parfaite de tout parent d'un petit enfant? Alors, commençons déjà par comment est-ce qu'on D'accord. soigne, les blessures, voilà, genre sans Voilà. saignement de l'ordre de la brûlure peut-être et celles avec saignement? Alors, si vous parliez de la brûlure, alors après ça va dépendre du style de brûlure, hein, Mmh. parce que, une brûlure, on parle de brûlure grave ou de brûlure simple, le plus important c'est de la refroidir, la brûlure, même qu'elle soit grave ou qu'elle ne soit pas grave. Mais peut-être de reconnaître une brûlure grave. Une brûlure grave, c'est une brûlure qui va avoir une ou plusieurs cloques, dont l'ensemble, la surface, fait plus que la moitié de la paume de la main de l'enfant qui s'est brûlé. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez, vous visualisez. Donc ça va être de la brûlure grave. On va l'arroser, mais surtout, on va appeler SAMU Centre 15 pour avoir D'accord. un avis médical. Et c'est eux qui vont vous dire combien de temps l'arroser et que faire, et puis s'il faut aller aux urgences et tout ça, en fonction de la taille de la brûlure et donc de la gravité. Donc on va venir à quelque chose de beaucoup plus simple, une petite brûlure au bout du doigt, hein, voilà, qui n'a pas forcément de cloque. Eh ben, il va falloir simplement l'arroser. L'arroser avec une température ambiante, on va dire, fraîche mais pas glacée. L'objectif d'arroser, ça va être de refroidir la brûlure, déjà pour supprimer la douleur, parce que ça fait mal, et puis pour éviter que ça ne brûle dans les couches plus profondes. Donc ça va être sur la brûlure. Et puis après, ça peut être, voilà, quand on a bien refroidi, une quinzaine de minutes, 20 minutes, voilà, le temps que la personne ait plus mal, ben on va le désinfecter. Mmh.
Avec quoi? comme une plaie, comme on va parler de la plaie juste après. On va le désinfecter avec un désinfectant non coloré classique. Et puis, surveiller qu'il n'y ait pas d'infection. Voilà, ça c'est important, c'est qu'il n'y ait pas de signes d'infection comme de la rougeur, comme de la douleur très très forte, comme changement d'aspect. Voilà, des choses comme ça. Il faut toujours surveiller qu'une brûlure ne s'infecte pas. Ok. Donc là, c'était pour la brûlure. Pour la plaie, bah, ça va être l'enfant qui tombe, puis qui va se faire une érosion cutanée sur le genou, par exemple. Hein, voilà, des choses très classiques. Par exemple. Bah, il va falloir désinfecter, mais déjà, il va falloir laver. Donc l'eau et le savon est le meilleur des désinfectants. Voilà. D'accord. Donc quand l'enfant se fait mal et qu'on a de l'eau et du savon à portée de main, on va déjà essayer de faire ça, de retirer peut-être les tout petits bouts les petits bouts de cailloux, les petits bouts de choses là comme ça qui traînent. Avec l'eau et le savon, ça va permettre de vraiment bien nettoyer la plaie. Florence, Voilà. excusez-moi de vous couper, c'est juste de l'eau et du savon ou c'est du coton imbibé d'eau et de savon? Comment on s'y prend? Alors, le coton, c'est pas la meilleure des choses parce que le coton, c'est plein de fils. Donc, il vaut mieux prendre des compresses. D'accord. Mais si on n'a pas de compresse sous la main, on fait coller un peu d'eau, du savon, et puis avec nos mains qu'on a lavées au préalable, parce qu'on soigne toujours avec des mains propres, on va essayer de faire partir voilà, le petit sable, les petites choses qui peuvent gêner. Après, si on le souhaite, on peut désinfecter avec un antiseptique non coloré. Voilà. Toujours non coloré de façon à pouvoir suivre s'il y a une infection. D'accord. Voilà l'objectif. Donc on va désinfecter et puis comme les enfants y retournent jouer souvent, on va protéger. Donc pour protéger, on va mettre une compresse avec du sparadrap tout autour, par exemple, ou bien on va prendre des pansements tout faits, en fonction de la taille de la plaie qu'il faut protéger. Mais l'objectif de cacher, c'est vraiment parce que l'enfant va rejouer et risque à nouveau de salir la plaie. Si l'enfant ne joue pas, on n'est pas toujours obligé de la protéger parce que ça séchera beaucoup mieux si c'est pas protégé. En effet, ça fait sens, là aussi et du coup, votre explication, encore une fois, me donne envie, de poser cette question qui est pas forcément évidente, mais qui consiste à se demander, de quoi est constituée la trousse de pharmacie idéale d'un parent d'un petit enfant? Alors, s'il y a des compresses, c'est pas mal. Un antiseptique non coloré. Donc après, il faut savoir, bon, je n'ai pas de nom à donner, mais à voir ce que les parents recherchent, et juste être sûr que l'enfant n'est pas allergique aux produits proposés. D'accord. Voilà, il y a juste ça à vérifier. Après, c'est bien d'avoir des ciseaux, OK. du sparadrap, voilà, des choses comme ça, des pansements tout faits. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? On pourrait y mettre, c'est ce qu'on dit dans une trousse de secours, en tout cas pour adultes, un coussin qui permettrait d'arrêter, parce que tout à l'heure on parlait de petites plaies qui saignent, mais il peut y avoir une vraie hémorragie quand on se coupe et vraiment que le sang sort et coule. Un coussin hémostatique d'urgence, c'est-à-dire un coussin un peu épais qui permettrait d'arrêter une hémorragie. D'accord. Ça, Ça c'est s'achète en intéressant pharmacie? aussi à avoir. Oui, puis la plupart des trousses de secours ont ce genre de choses dedans. Voilà. Une pince à épiler, ça peut toujours servir. Entre autres, si on se met une écharde, voilà, des choses comme ça. Alors, de quoi se laver les mains? Donc, on va dire que maintenant, le gel hydroalcoolique est partout. Voilà. C'est ça, vous avez raison. C'est-à-dire, avant de de désinfecter quoi que ce soit, de soigner quoi que ce soit, bien entendu, il faut se laver les mains. Donc, si on n'a pas toujours de l'eau et du savon, on se mettra du gel hydroalcoolique. On ne mettra pas le gel hydroalcoolique sur la plaie qui saigne, par contre. Voilà, c'est pour se laver les mains.
parce que ça risque de faire très très mal. C'est très simple, une petite trousse. Hein. Voilà. Après, les parents peuvent rajouter, je suis en train de penser, un thermomètre, voilà, des choses qui peuvent être utiles si l'enfant tout d'un coup est pas bien et qu'on veut vérifier s'il a de la fièvre. Voilà, des choses comme ça. Depuis tout au long de l'entretien, en fait, vous évoquiez en fait le SAMU Centre 15. Moi, j'aimerais qu'on récapitule peut-être qui on peut appeler exactement si un accident survient auprès d'un petit enfant. Finalement, quels sont les numéros à connaître absolument lorsqu'on est en France et peut-être lorsque l'on est à l'étranger. Alors, c'est vrai que j'ai parlé du SAMU Centre 15 beaucoup parce qu'il y a ce côté prendre un avis médical, puisque c'est un lieu où il y aura toujours possibilité d'être en contact avec un médecin. D'accord. Hein. C'est pas lui qui va décrocher au départ, hein, mais en tout cas, en fonction de la situation que le parent va relater, il y aura possibilité d'être en lien avec un médecin. Maintenant, parfois, un accident ne nécessite pas un médecin, et nécessite simplement que des secours interviennent et peut-être évacuent l'enfant sur un hôpital. Là, on est dans une autre situation où on peut appeler indifféremment, on va dire, le 18. Le 18, c'est le numéro des sapeurs-pompiers qu'on peut avoir partout en France et qui se déplace assez rapidement. Le 15 quand même, hein, voilà, c'est aussi une possibilité d'envoyer des secours, mais là d'ordre de médicalisé, donc en fonction de la situation. Et puis, vous parliez d'étrangers. Alors, il y a un numéro, ça va être que l'Europe. Hein. C'est le 112. Le 112, c'est un numéro qu'on appelle européen. Ça veut dire que des Français à l'étranger, en Europe, s'ils font le 112, vont être rebasculés sur le numéro en lien avec les secours du pays. Ah, génial. Et si des étrangers en France font le 112, ils vont être rebasculés avec notre 18, notre 15, enfin voilà, avec le système de secours français. Un des avantages du 112, c'est que normalement, il y a plusieurs langues qui sont parlées par les interlocuteurs. Superbe. Et ça facilitera le dialogue. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ces numéros, ils sont interconnectés entre eux et que c'est pas très grave qu'on fasse le 18 ou le 15. Voilà. En fonction de la situation, ce sera le bon véhicule de secours qui se déplacera si c'est nécessaire. Il y a un autre numéro à connaître qui est le 114. D'accord. Le 114, c'est un numéro qui va fonctionner alors par SMS, par fax, par différents systèmes et qui va être pour les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer oralement. D'accord. Donc ça va être pour les personnes muettes, mais ça également un numéro qui a été beaucoup développé en période d'attentat. Voilà, c'est que si on est dans un lieu où on ne peut pas parler, eh ben on peut utiliser le 114 pour appeler les secours. C'est brillant. C'est vraiment brillant. Merci en tout cas pour toutes ces explications et surtout ces mises en perspective. Vous avez à peu près anticipé et désamorcé toutes les questions que je voulais vous poser. On rebond justement à ces différents numéros. Lorsque l'on appelle ces numéros et qu'on est face à un enfant qui peut-être vient de subir un accident, on peut imaginer que le parent peut être particulièrement paniqué. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer, s'il vous plaît, Florence, sur les informations qu'on est censé faire passer en priorité? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Est-ce qu'il y a des choses à dire en particulier? Alors, je sais que ma question, en fait, est compliquée parce qu'il faudrait qu'on prenne peut-être un exemple pour pouvoir plus facilement y répondre. Mais finalement, quelles sont les informations justement que le SAMU, les pompiers ont besoin en fait d'entendre pour pouvoir justement nous aider rapidement? Alors, il ne faut pas que les parents s'inquiètent, même s'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, on va les aider. Il faut se dire que quand on appelle, c'est une conversation qui va se mettre en route. Donc, oui, c'est très bien de donner sa localisation assez rapidement pour que s'il y a un véhicule de secours qui doit se déplacer,
pendant qu'on continue à parler, il est déjà en train de se mettre en route. Donc ça, c'est important de dire la situation, ce qui se passe. Il y a plusieurs victimes. Vous voyez, je pense à un accident de la route, par exemple, des choses comme ça. Et puis d'expliquer l'état dans lequel se trouvent les victimes. Hein, voilà, si c'est des personnes qui sont capables de parler ou pas du tout, si c'est des personnes qui respirent pas, quels sont les gestes de premier secours qui ont été mis en route. Mais toutes ces questions, si la personne panique et ne sait pas quoi faire, elles vont être proposées. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas raccrocher. C'est laisser le téléphone allumé, continuer à faire les gestes que l'interlocuteur va vous demander de faire, parce que souvent, les gestes sont dictés par l'interlocuteur, et à ce moment-là, de se sentir en confiance, parce que guidé. Ce qui peut être important quand même, normalement, votre numéro de téléphone s'affiche, et donc, si jamais ça coupe, on peut vous recontacter. Mais au cas où, ça fait partie souvent des premières choses qu'on vous demande, c'est de donner votre numéro de téléphone. Depuis le début de notre conversation, vous évoquez aussi un certain nombre de formations qui ont été mises en place, notamment par la Croix-Rouge. Moi, j'aimerais justement vous demander, lorsque l'on devient parent et qu'on a envie de se former, où et à quoi exactement vous conseillez à nous former finalement, à quelles sont les formations auxquelles on peut avoir accès, auxquelles on peut participer pour pouvoir justement acquérir encore plus concrètement ces fameux premiers gestes qui sauvent? Alors, la formation dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle Initiation premier secours enfant nourrisson. C'est une formation qui est uniquement Croix-Rouge. C'est pas une formation d'État, c'est un module qu'on a créé nous-mêmes, avec une grosse partie sur la prévention des accidents domestiques, et ensuite la conduite à tenir de plusieurs gestes. Donc déjà, on parlera de la protection, c'est que quand on se met, quand on est face à une situation d'accident, il faut quand même savoir se protéger soi-même et les autres pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés. Et puis après, l'alerte, dont on vient de parler un petit peu. Et puis les gestes dont on parle dans cette formation, c'est l'obstruction des voies aériennes. Donc on pratique les gestes dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit également ce qu'on fait quand un bébé ou un enfant perd connaissance et respire. On voit ce qu'on fait quand un enfant perd connaissance mais ne respire plus. On voit la conduite à tenir face à une hémorragie. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est quelque chose de très axé sur le vital, hein, vraiment les risques vitaux chez l'enfant. Donc cette formation, elle dure 4h30 de face-à-face pédagogique, plus les temps de pause et tout. Donc il faut compter à peu près 5 heures de formation. Elle se dispense partout en France. Et pour la trouver, il faut aller sur le site internet de la Croix-Rouge, dans l'option je me forme, et on trouve IPSEN, IPSEN, et après il faut chercher près de son domicile quand est-ce qu'elles sont proposées. Après, il y a une autre formation qui est la formation d'État, hein, qui est le PSC1, Prévention Secours Civique, qui elle est une formation qui va parler à la fois de l'enfant, du nourrisson et de l'adulte. Mais on va moins détailler, on parlera peu de prévention, un petit peu, mais pas autant. Mais les personnes vont apprendre également les gestes de l'enfant et du nourrisson. Et ce sont exactement les mêmes gestes que dans la formation courte. Petite question pratique, Florence, ces formations sont payantes, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors, la formation de l'IPSEN, c'est autour de 30 €, la demi-journée de formation. Et le PSC1, c'est 60 €. Et donc, dans le PSC1, ce qu'on peut dire qu'il y a comme chose qui est quand même rajouté, au-delà des urgences vitales dont je parlais tout à l'heure, on parle également des brûlures, des plaies, et des malaises et des accidents traumatiques.
Et puis, dans la formation, une autre différence, hein, c'est que dans la formation courte, on va apprendre les gestes, on va les pratiquer sur les mannequins ou bien entre les personnes ou des choses comme ça. Par contre, dans la formation longue, il y a également une autre technique pédagogique qui est utilisée, c'est qu'on va jouer des petits scénarios où on va demander aux gens de jouer les sauveteurs. D'accord. Voilà, ce qui n'est pas fait dans la formation courte. D'accord, de manière improvisée. J'imagine que c'est un cas pratique, voilà, que vous inventez sur le tas et auquel les apprentis doivent s'adapter. Voilà, l'idée c'est de les mettre dans une situation la plus proche de la réalité pour que ils se sentent en confiance, qu'ils réussissent et que s'ils sont confrontés dans la vie de tous les jours à un accident, ils osent agir. D'accord. Voilà l'intérêt de ces formations. Ouais. Et c'est pour ça que écouter un podcast c'est bien, mais il faut d'abord aller pratiquer les gestes pour se sentir bien en confiance et ensuite oser agir dans la vie de tous les jours. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, lorsque l'on devient parent, on peut bien évidemment, notamment dans les débuts, manquer de temps et ne pas forcément réussir à le prendre justement pour aller s'inscrire à ce genre de formation. Est-ce que vous pensez peut-être à des lectures ou peut-être justement à des choses plus visuelles, comme par exemple des applications en matière de premiers gestes de secours que vous seriez justement susceptible de nous conseiller pour pouvoir mieux visualiser tous ces gestes, toutes ces pratiques justement que vous venez d'écumer? Il y a quelques références, parce que j'ai parlé pas mal de sécurité routière, de choses comme ça, sur le site de Sécurange. Là, on trouve des choses intéressantes. Au niveau de la Croix-Rouge, on a une application Croix-Rouge où les gens peuvent... alors, c'est vrai qu'on l'utilise plus, on va dire, en révision quand on a fait les gestes et ça permet de se les rappeler, mais ça peut aussi permettre à quelqu'un de réviser les gestes, enfin d'apprendre les gestes. Et entre autres, la Croix-Rouge a mis en place un site d'information qui s'appelle mesinfobébé.croix-rouge.fr. Et là, vous avez plein de petites vidéos où vous voyez les gestes dont j'ai parlé et d'autres. C'est parfait ça. Forcément, je mettrai ce lien en commentaire et en fin de podcast pour que tout le monde puisse aller encore mieux se projeter justement sur vos explications. Merci en tout cas Florence pour ce petit récap très très concret. Pour conclure, vous êtes vous-même maman et j'aime beaucoup poser en fait cette question à mes intervenants parce que la réponse est souvent assez parlante. Moi, j'aimerais vous demander ce que vos enfants finalement ont changé à votre approche, à votre pratique de votre activité peut-être au sein de la Croix-Rouge, de votre métier de psychomotricienne. Et puis, petite question indiscrète aussi, j'aimerais savoir ce qui vous faisait peut-être le plus peur lorsque votre premier bébé est né, lorsque vous l'avez eu entre les bras. Bref, qu'est-ce que vos enfants ont changé à votre réalité de femme et de citoyenne? Alors oui, je suis maman de 3 enfants. Qui sont très grands maintenant, voilà, puisque ce sont tous des adultes, des majeurs. Alors, quand mon premier enfant est né, j'étais déjà formatrice à la Croix-Rouge, et donc j'étais déjà sensibilisée à un certain nombre de choses. Mais comme toute maman, j'ai toujours été inquiète quand même qu'il se fasse renverser par une voiture. Et donc, j'ai développé beaucoup de prévention. J'ai encore plus développé de prévention quand j'ai travaillé en service d'enfants avec des atteintes cérébrales acquises, dont un certain nombre liés aux accidents domestiques et de la voie publique. J'ai peut-être même été une maman un peu casse-pied, voilà, qui insistait peut-être un peu trop parfois sur la prévention. C'est comme ça, voilà. Mais c'est clair que
à la fois ma position de maman et le fait que je travaille avec des enfants victimes d'accidents m'a fait développer à la Croix-Rouge la formation dont on vient de parler, d'initiation au premier secours enfant nourrisson. Extraordinaire. C'est parce que j'étais dans le monde de la petite enfance en tant que professionnelle et en tant que maman que j'ai eu envie qu'à la Croix-Rouge, on en parle. Voilà. Donc, il y a vraiment du lien entre les deux. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à rejoindre la Croix-Rouge et à faire du bénévolat en son sein? Oh là, c'est vieux ça. J'étais jeune à l'époque. Aider les autres, se rendre utile. Moi, j'avais eu l'occasion de faire mes formations de secourisme dans un cadre d'études et voilà, j'ai eu envie d'aller me rendre utile, que cette formation que j'ai faite ne soit pas juste un diplôme, mais qu'elle me serve à aller sauver les autres. Et puis très vite, le côté formation m'a intéressée. Donc au-delà d'aller sauver les autres, c'était transmettre à d'autres bénévoles comment aller sauver les autres. C'est très beau et en tout cas, merci pour qui vous êtes. Merci pour votre gentillesse, pour votre clarté. Merci aussi de nous avoir sensibilisés à tous ces gestes qui sauvent de manière aussi bienveillante et déculpabilisante, parce que ça peut être encore une fois un sujet qui crispe, mais je trouve que vous en parlez de manière extrêmement rassurante. Merci pour ce moment passé à vos côtés, Florence. Bon vent et à très bientôt. Merci Maria, et c'était vraiment un plaisir d'échanger autour de cette thématique qui, comme vous pouvez vous en rendre compte, me tient beaucoup à cœur. Oh oui, on sent la passion qui vous anime, et surtout continuez à œuvrer tant à l'échelle des enfants, auprès des petits-enfants, qu'au sein de la Croix-Rouge. Ça fait du bien de savoir qu'il y existe des personnes comme vous. Et de dire qu'elle est bénévole, et de dire qu'ils sont des milliers à prêter leur temps et leur pédagogie pour sauver des vies. Merci, messieurs, dames, d'être ainsi câblés. Vous l'aurez compris, la première chose à faire pour ne pas avoir à guérir, c'est de prévenir. C'est la prévention de ces dangers qui guettent nos petits auprès de l'ensemble de votre entourage. Alors même si on ne peut pas tout prévoir dans la vie, j'espère que ce moment inédit passé aux côtés de Florence vous aura aidé, éclairé, soulagé et informé sur ces gestes qui sauvent en cas d'urgence. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel échange inouï avec une fée qui se penche sur les tout petits dès leur berceau. D'ici là, émerveillez-vous bien.